2 ans déjà qu'est sortie la vidéo La véritable fin de One Piece sur ma chaîne. Dans celle-ci, j'évoquais une façon assez particulière de voir One Piece, notamment son final. Tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, toute l'aventure de Luffy que nous avons suivie à travers les différents chapitres, tomes ou encore épisodes, qu'importe le format, tout ne serait pas réellement ce que l'on croit. L'intégralité de cette histoire sera en réalité narrée par un certain personnage bien des années plus tard, après que le grand Monkey D. Luffy ait finalement concrétisé son rêve en devenant ce qu'il a toujours cherché à être, le roi des pirates. Un livre présent dans l'univers même de One Piece retraçant la légende de Luffy et son impact sur le monde aurait été écrit et serait compté en ce moment même à une génération future. Nous serons une part de cette génération puisque nous nous rendrons compte à la toute fin du manga que nous aussi étions là à simplement écouter l'histoire que l'on nous raconte sur un homme et son équipage peu commun. C'était donc le principe de base de ma théorie qui était agrémenté de nombreux éléments me confortant dans cette idée. Bien évidemment, nous allons revoir ça ensemble car j'imagine que vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir vu ou encore à l'avoir oublié. C'est pourquoi j'ai ressenti l'envie et le besoin d'éditer cette théorie, y apporter une nouvelle vision qui ne la dénaturera pas mais au contraire servira à la compléter. Si j'additionne à cela mon envie de vous faire voyager et frissonner le temps d'une vidéo, je me suis dit que c'était le moment de la mettre à jour. Nous allons d'abord reprendre les bases de ma première vidéo sur le sujet pour mieux introduire les nouveaux éléments. Puis on se focalisera sur toutes mes nouvelles découvertes qui viendront compléter cette théorie. J'apporterai un nouveau regard sur ce que l'on a pu voir précédemment. De nouvelles mentions de contes et fables, d'essences cachées dans le nom de certaines grandes îles, ou encore la place qu'aura Usopp dans cette histoire seront des sujets parmi tant d'autres tout au long de cette vidéo. Je vous souhaite donc un bon voyage et j'espère que cette humble création parviendra à vous toucher un tant soit peu. Dans la vidéo originale, je vous expliquais que d'après moi, Sabo était celui ayant écrit un livre sur les aventures de Luffy bien des années après que ce dernier ait accompli son rêve. Mon principal argument était cette page. Les 3 frères, Ace, Sabo et Luffy, s'étaient fait une promesse tout en dévoilant leurs rêves personnels aux autres. Pour Luffy, c'était tout naturellement le titre de roi des pirates qu'il convoitait, tandis qu'Ace, lui, cherchait plus modestement à obtenir la plus belle réputation en tant que pirate et laisser sa marque en tant que personne. On en vient à Sabo qui, lui, souhaitait voir le monde de ses propres yeux et écrire un livre de son expérience. Son goût de l'aventure et de la liberté justifie amplement ce choix de vie et de rêve. Suite à cela, j'avais relié certaines scènes et dialogues très étranges que l'on peut découvrir dans One Piece, laissant supposer que les aventures de Luffy ne se déroulaient pas réellement en même temps que notre lecture, mais que ce soit en réalité un personnage de l'univers de One Piece qui nous racontait l'histoire des Mugiwara dans un futur où Luffy ne serait plus de ce monde. Le roi des pirates aurait laissé son héritage pour une nouvelle ère, une prochaine génération. Les scènes en question se comptaient au nombre de 4. On s'approche de la fin de l'arc d'Alabasta, le peuple a mis fin à la guerre, et Luffy a battu Crocodile, le premier grand corsaire auquel il s'est confronté. La marine étant aussi présente sur place, a décidé, contre le gré de Smoker, de s'approprier tous les mérites de cette bataille acharnée et de la chute de Crocodile. Les Mugiwara n'auront donc pas les mérites qu'ils auraient dû recevoir, même si ce n'est pas leur source de motivation. Vous pourrez donc, à la fin du chapitre 211, lire ceci. C'est ainsi que prit fin l'une des plus grandes batailles de l'histoire, ainsi qu'une autre dont on n'entendit jamais parler.
Pour vous expliquer brièvement, le narrateur fait ici mention de la grande bataille civile d'Alabasta où la marine est ressortie vainqueur, et donc qui marqua l'histoire. Et de l'autre, la véritable bataille opposant les Mugiwara à Crocodile, celle qui resta secrète aux yeux du monde puisque ce sont des pirates qui ont eu le courage de se dresser contre un Shichibukai pour libérer le peuple de son oppression. Dans ce dialogue, le narrateur a donc cherché à nous faire comprendre que dans l'époque à laquelle il vit, cette histoire est du passé et seule la version de la marine est connue. Et cette page n'était donc pas la seule, bien évidemment. Les suivantes, extrêmement importantes encore une fois, apparaîtront au chapitre 592 et 596. Les Mugiwara sont séparés aux quatre coins du globe par Kuma et se retrouvent dans un environnement qui favorisera grandement leur évolution durant les 2 prochaines années d'entraînement. Franky se voit atterrir sur Baltimore, aussi appelé Karakuri Island, l'île qui a vu naître le grand génie de la marine, Vegapunk. Une véritable aubaine pour notre charpentier puisque les premiers laboratoires du savant sont encore présents sur l'île avec tous les plans et projets, achevés ou non, à disposition. Cependant, Franky provoquera 2 accidents qui viendront appuyer la théorie. Chapitre 592, il fait exploser le premier laboratoire de Vegapunk qui sera introduit de la manière suivante. Ceci est l'énorme incident du pays futuriste connu de tous sous le nom de cauchemar de Baltimore. Ensuite, au chapitre 596, Franky fait à nouveau des siennes en immolant la peau de tigre qui lui servait de couverture. Dévalant la montagne dans un accoutrement enflammé et terrifiant les marines postées sur l'île, le narrateur explique l'incident de cette façon. Plus tard, cet événement fut raconté de génération en génération sur Grand Line comme étant la légende de la bête sacrée enflammée de Baltimore. Le narrateur nous fait donc comprendre par 2 fois que les incidents de Franky sont connus par les générations futures, telles des légendes d'un autre temps, écrites et racontées de bouche à oreille. Puis finalement, c'est sur Dressrosa que mes exemples s'étaient clos dans ma première théorie. La victoire sur Doflamingo et sa famille n'a été possible que grâce aux compétiteurs du Colisée Corrida. Ces personnages, tous plus extravagants les uns que les autres, se sont réunis sous la bannière d'un seul et même homme aux dépens de ce dernier. La flotte de Luffy s'est ainsi formée, et une fois encore on nous fait comprendre l'impact qu'elle aura dans le futur. Quel bien étrange échange de saké pour sceller un serment à sens unique. Personne ne peut dire pour l'heure s'il s'agit d'une pure coïncidence ou si tout était planifié à l'avance, mais la réputation de ces 7 individus qui se disent être les subordonnés de Luffy au chapeau de paille ne cessera de croître de jour en jour, et ils causeront un certain incident sans précédent. Mais pour le moment, personne ne le sait encore. Le narrateur, à ce moment-là, connaît lui-même les conséquences de cet incident, car, une fois de plus, vivrait dans un futur lointain. Ce fut mes principaux exemples à l'époque, et aujourd'hui ça ne s'arrêtera pas ici. En effet, une multitude d'éléments pouvant réellement prouver que l'histoire de One Piece n'est pas ce que l'on croit, existait sans que je m'en rende compte sous mes yeux. Du premier chapitre et le tome de One Piece au tout dernier, préparez-vous dès à présent à plonger au cœur même de ma plus grosse théorie. Les légendes que se raconteront encore les générations futures sont souvent celles qui ont vu le jour il y a de cela fort longtemps. Cette citation vient du chapitre 99 au nom quelque peu particulier. Luffy est mort. Loin d'être anodine, elle représente parfaitement l'état d'esprit de cette théorie. Les légendes que se raconteront les générations futures symboliseraient la vie passée de Luffy et des autres, élevés au grade de légende, tant leurs récits tirent plus du mythe que de la réalité. Dans notre monde, les héros mythologiques tels Ulysse, Achille ou Hercule ont chacun des récits si populaires au point qu'on n'arrive plus à distinguer la fiction de la réalité. Leurs exploits sont scellés dans des livres qui sont aujourd'hui comptés dans toutes les langues, aux petits et aux grands. Finalement, c'est exactement ce qui arrive avec One Piece qui jouit d'une reconnaissance mondiale dans tous les âges et toutes les cultures. La première page d'un livre est celle qui signe le début d'une histoire, alors retournons aux prémices de cette œuvre si mythique. Tout commence non pas au chapitre 1, mais aux premières esquisses de One Piece qu'Oda a publiées avant la version finale. Nommé Romance Down volume 1, ce n'est pas réellement l'histoire que l'on connaît qui nous est dévoilée. Luffy a déjà pris la mer, ne cherche pas à être le roi des pirates mais plutôt un pacificateur, tandis que Nami ne se nomme pas comme tel, mais Silk et est une épéiste. Vous pouvez retrouver toute cette histoire à la fin du databook Red si vous le possédez. Le nom de Romance Down a déjà une place importante dans One Piece, et nous le verrons juste après. Ce qui va nous intéresser pour l'instant est tout simplement le bateau de Luffy. Loin du Merry, sa modeste première embarcation se nommait Marchen. Et évidemment, Oda n'a pas choisi ce nom par hasard, et si vous êtes familier avec la langue allemande, vous êtes censé savoir que ce mot se traduit en français par conte de fées ou encore fable. Nous avons donc ici la première mention d'une aventure imaginaire et féerique liée à Luffy et son bateau qu'il a lui-même nommé en hommage au conte. Venons-en à la symbolique de Romance Down. S'il y a bien une chose sur laquelle Oda a toujours extrêmement insisté, et ce depuis les toutes premières versions de One Piece, c'est bien ce mot-là, Romance Down. Comme vous l'aurez vu, les premiers jets de One Piece se nommaient de cette façon. Plus tard, ce sont les tomes 1 et 61 qui représentent respectivement le début de l'aventure avec le chapitre 1 et le milieu de l'aventure avec le chapitre 600 qui symbolisent le nouveau départ des Mugiwara après l'ellipse. En Romance Down se traduit simplement par romance de l'aube. Vous connaissez peut-être le sens de ce mot comme désignant une relation amoureuse et romantique,
C'est le cas, mais à l'origine, le mot romance était le terme espagnol pour désigner un roman. Nous y retrouvons donc une fois de plus le rapport avec le fictionnel, les livres et les narrations d'histoire dans l'origine même de One Piece. On peut aller encore plus loin en analysant le mot Romance Dawn en deux parties, puisque Dawn est également le nom de l'île natale de Luffy. Se traduisant par aube, il s'agit du moment de la journée précédant l'apparition du soleil dans le ciel. Mais surtout, tout comme ce qui est marqué sur le premier tome de One Piece, l'aube désigne le commencement ou le début d'un événement. Toujours dans l'état d'esprit de cette théorie, Romance Dawn sera peut-être le nom du fameux livre relatant les récits des aventures de nos Mugiwara dans l'œuvre même de One Piece. Passons à la suite. L'une des étapes les plus marquantes des 100 premiers chapitres de One Piece a été la découverte de Loguetown, une ville légendaire qui aura vu la naissance et la mort d'un personnage qui l'est tout autant, Goldie Roger. C'est la ville où tout a commencé et où tout s'est terminé. Son aura mystérieuse le sera d'autant plus après cette révélation. Loguetown est simplement un dérivé des deux mots prologue et épilogue, respectivement la première partie d'un livre faisant office d'introduction pour mieux assimiler les personnages et l'histoire, ainsi que la dernière partie, la conclusion de l'œuvre en question suivie d'un récapitulatif. One Piece a donc naturellement son prologue avec l'exécution de Roger au tout début de l'histoire pour introduire la quête de son trésor et aura son épilogue lorsque Luffy aura atteint son objectif. L'histoire se finira peut-être sur Loguetown avec l'exécution de ces derniers, puisque cette ville est connue comme étant celle du début et de la fin. Tout a commencé avec la mort de Roger au chapitre 1, et tout y finira peut-être avec celle de Luffy au tout dernier chapitre. Après tout, le chapitre 99 déclarait bel et bien notre héros au chapeau de paille mort, non ? Grâce à cette théorie, cela pourrait surtout marquer la fin du livre, le moment où on apprendra qu'un personnage était en train de nous conter l'histoire qui se finit justement à Loguetown et la mort du nouveau roi des pirates. Oda insiste donc particulièrement sur cette notion d'histoire, de fable, et ce avec tous les éléments les plus importants de One Piece sans même que l'on s'en rende compte. Le chapitre 100, lui, viendra marquer le début de l'aventure de notre équipage. Son titre, et ainsi débuta la légende, nous fera aussi comprendre que l'épopée de Luffy est en marche. Ainsi, chaque arc que nous vivrons avec les Mugiwara à partir de ce moment précis nous proposera une narration très particulière lorsqu'ils se clôtureront. De l'arc Drum à celui de Whole Cake, presque aucun ne viendra déroger à la règle. Drum en particulier aura cette façon si belle et singulière de conclure l'histoire. Cette nuit-là, les pétales des cerisiers d'Iluluk, dont la beauté serait narrée de génération en génération, criaient la liberté et dansaient dans le ciel de ce pays encore sans nom. Sur cette terre où verrait bientôt le jour, une nation au drapeau pour le moins original. L'un de ces chapitres, le 144, viendra aussi nous rassurer dans cette voie, en se nommant purement et simplement Conte de Neige. Le conte d'un petit renne au nez bleu qui s'apprête à vivre une aventure unique. La fin de l'arc Trailer Bark a aussi été lourde de sens. Pendant l'habituelle narration qui clôture l'aventure, un des protagonistes va tenir des propos plus qu'intéressants. Hey, venez voir, on a une super histoire à vous raconter. Elle s'intitule « L'Odyssée de l'équipage de Chapeau de paille ». L'histoire des Mugiwara commence d'ores et déjà à être transmise de bouche à oreille, et cette toute petite scène, obscurcie par l'apparition des fameux monstres du Triangle de Florian, méritait, je pense, une attention particulière. Devrais-je me permettre de parler de Wano Kuni dans ce cas-là ? La vie d'Oden Kozuki, le père de Momonosuke, nous est actuellement racontée à travers son flashback. Cependant, contrairement à tous les autres passés de personnages qui nous ont été révélés, celui d'Oden annonce clairement le thème abordé. Une vaste forêt verdoyante, de pures rivières abreuvant fleurs et arbres, et puis une mer intacte. Voici un conte se déroulant à l'époque où Wano était encore plein de vie. Oui, un conte. Cette figure emblématique du pays des samouraïs a lui-même concilié toutes ses aventures dans ses propres écrits, son journal de bord en somme. Et tout ça n'est défini que par un seul et même mot, un conte. Il faudrait des heures pour parler de tous les éléments que peuvent renfermer les arcs de One Piece, ainsi que leur sens caché. Mais la prochaine fois qu'une notion de fable ou d'histoire est faite à travers un arc ou l'un de ses personnages, j'ose espérer que vous l'interpréterez d'une autre façon pendant quelques secondes. Ainsi, toutes ces péripéties mèneront à un endroit bien précis, un lieu de légende qui est la source même de toute cette aventure. Raftel. Cette île est, une fois de plus, liée au mythe du grand Goldie Roger. L'endroit est apparemment inaccessible depuis bien des siècles étant donné que personne n'est parvenu à y accéder autre que Roger, ce qui lui a valu le titre prestigieux de roi des pirates. Récemment, Oda et son éditeur ont pu nous confirmer une chose primordiale au sujet de cette île qui n'a fait qu'appuyer ma théorie originale. Son véritable nom et orthographe. L'appellation Raftel est un diminutif de Laustel, se traduisant simplement par le conte du rire. En réalité, tel a de nombreuses traductions et significations. L'histoire,
le conte, l'épopée, le récit ou encore la légende. Je n'ai plus besoin de vous l'expliquer, mais en plus de tisser le lien entre tous les autres éléments de ma théorie, la mention du rire est d'une importance capitale puisque c'est l'une des caractéristiques principales des porteurs de la lettre D. Le sourire qu'ils abordent à leur mort aurait donc un lien avec cette lettre dans leur nom et par extension à cette île considérée comme la dernière de Grand Line. Je pourrais d'ailleurs profiter du sujet des dits pour parler de leur destinée. Vous le savez autant que moi, la notion du destin est prédominante concernant les porteurs de cette lettre. La destinée est la divinité la plus puissante qui n'ait jamais existé, au point que Jupiter lui-même, le plus puissant des dieux, ne puisse se dresser devant. Ce n'est pas sans raison puisque le destin serait écrit dans un livre, de façon à ce qu'on ne puisse ni le changer, ni l'éditer. Quand on dit que notre vie est écrite, elle le serait simplement à travers ce livre qui régirait nos actes et nos paroles. L'ironie du destin, entremêlée à l'écriture d'un livre, ainsi que ce fameux dit, lié à l'Austell et le conte du rire, m'ont permis de me rendre compte de l'importance que porte Oda sur chacune de ces notions. Nous parlions d'îles mythiques telles Raftel ou du moins l'Austell, mais ce n'est pas la seule qui cache un secret dans son nom, bien au contraire. Un autre lieu, tout aussi connu que la dernière île, est mentionné à de multiples reprises depuis le début de l'aventure et est l'une des destinations les plus attendues des Mugiwara, Elbaf, l'île des géants. Introduite pour la première fois durant l'arc de Little Garden, avec Dory et Brogy, il s'agit du lieu qui fera le plus rêver notre cher Usopp. Comme je l'évoquais à l'instant, le nom d'Elbaf a une signification cachée. Lisez-le à l'envers et vous retrouverez le mot « fable ». Encore une fois, pouvons-nous vraiment parler de coïncidence à ce stade? L'île des géants signifiant fable, Raftel qui signifie en réalité conte de rire, Lockdown qui a comme racine prologue et épilogue, sans parler du roman avec Romance Down et de tout ce que nous avons pu voir plus tôt? Eh bien, ce n'est encore que le début. Car un personnage est là, présent, pour donner cette cohésion entre un peu tous ces éléments mélangés et représenter l'un des éléments principaux de cette théorie. Nous en parlions il y a de cela quelques secondes, découvrons dès à présent la véritable place d'Usopp dans cette théorie et dans toute l'histoire de One Piece. Personnage aux défauts particulièrement nombreux, il est celui auquel le lecteur peut le plus s'identifier entre les membres de l'équipage monstrueux des Mugiwara. Pas de force surhumaine ou de pouvoir dévastateur, lui-même se sentait de trop parmi ses compagnons surpuissants et n'y trouvait plus sa place. Malgré tout ça, ses talents de fabulateur n'ont plus de secret pour personne. Connu et reconnu pour ses mensonges, son introduction le montrait comme un personnage particulièrement lié au conte fantastique. Il racontait des histoires mensongères à son ami Kaya pour la distraire et ira crier aux pirates comme l'enfant qui criait au loup du célèbre écrivain grec Ésope, aujourd'hui considéré comme le père des fables. Usopp est également très largement inspiré de Pinocchio, un personnage de conte de fées encore une fois qui est connu pour son nez qui s'allonge lorsqu'il raconte un mensonge. Malheureusement, j'ai négligé ce personnage lors de ma première théorie. Pourtant, tous les indices étaient là, sous mes yeux, pour me faire comprendre de sa place dans toute cette histoire. Le moment où j'ai réellement réalisé à quel point Usopp était là pour appuyer cette hypothèse, c'est dans le chapitre 740. Après avoir abandonné les Tontata, il s'excuse en leur disant qu'il écrira leur histoire dans un livre d'images et qu'il la transmettra aux générations futures, et aurait comme titre « Les honnêtes Tontata ». Cette simple case reprend l'intégralité de ma théorie, l'explique. Et tout ça sans que je m'en rende compte avant. Avoir fait cette découverte a été pour moi un déclic supplémentaire sur toute la cohérence de cette hypothèse et m'a forcé à porter mes recherches sur Usopp plutôt que Sabo. Oui, je reste persuadé que Sabo écrira un livre et qu'il aura une importance capitale à la fin de l'œuvre, ça reste son rêve après tout. Mais Usopp est le conteur d'histoires et de légendes des Mugiwara. Ainsi, il pourrait raconter le récit de ses aventures avec Luffy à travers son livre, comme il veut le faire pour les Tontata. Et j'ai plusieurs éléments qui peuvent prouver une telle chose. C'est sur son île natale, et donc durant son arc, que les talents de fabulateur d'Usopp ont réellement été démontrés. Outre toute l'histoire qu'il a pu raconter à Kaya, il lui a promis que lors de sa prochaine visite, il lui raconterait des aventures bien plus incroyables que ses mensonges. Il devra donc les raconter à quelqu'un, à une amie qui a toujours écouté ses histoires les plus loufoques et qui baigne elle-même dans le monde de la littérature. Ognon, l'un des enfants de son premier équipage, viendra nous révéler que c'est sa façon de raconter des histoires qu'il aime le plus chez lui. Et lors de son départ, il se rassure en se disant qu'il s'apprête à vivre la plus grande des aventures et que ce n'est que le commencement. Il ne fantasmera plus sur les légendes et les histoires des autres, mais ira plutôt vivre et écrire la sienne. Très peu de temps après cela, le chapitre 70 fera sa parution avec comme titre l'Odyssée d'Usopp le Brave. Oda ne l'a pas utilisé au hasard puisque ici même, Usopp déclare que c'est de cette façon qu'il nommera cette épopée, l'Odyssée d'Usopp le Brave.
À travers ces deux mots, nous avons donc une nouvelle notion de narration dans l'histoire. Le héros de l'épopée est un personnage d'une grande importance ayant eu un impact historique ou légendaire fort. Il prend généralement part à un long voyage ou une quête ambitieuse, affronte les adversaires qui s'acharnent à tenter de le défaire, à vouloir l'empêcher de poursuivre son aventure. Tandis que le terme Odyssée est devenu un nom commun désignant un récit de voyage plus ou moins mouvementé et rempli d'aventures singulières. Vu comme ça, Usopp a plus que jamais été au centre d'une théorie aussi ambitieuse. Et le plus incroyable, c'est que l'on garde une énorme cohérence alors que de base, il n'était absolument pas le personnage visé, mais plutôt Sabo. J'aurais bien voulu vous dire que ça s'arrête là, que ça y est, la vidéo est finie, faites-vous votre propre avis, sauf que c'est loin d'être le cas. Oda a caché un autre indice d'une importance cruciale. Plus tôt, nous avons pu voir qu'Usopp avait déclaré qu'il rédigerait un livre en l'honneur des Tontatta, et c'est ce qui a été un véritable tournant dans cette théorie. En analysant un peu mieux sa relation avec les Tontatta, je me suis rendu compte que tout prenait sens grâce à un seul personnage, Montblanc Norland. L'histoire de cet homme qui a été dévoilée durant l'arc de Skypiea était particulièrement touchante puisque malgré la véracité de ses propos, personne n'a cru à sa découverte d'une cité d'or qui était celle des Shandia. Son histoire a été retranscrite sous forme de livre visant à se moquer de lui et de ses mensonges qui n'en étaient pas. Norland le menteur a donc une mauvaise réputation, sauf pour ceux qui connaissent la véritable histoire, comme les Mugiwara par exemple. Et les Tontatta sont particulièrement liés à cet homme puisqu'il aurait aidé certains de leurs ancêtres à combattre des envahisseurs, expliquant la présence d'une statue à son effigie. L'ironie de la chose est qu'Usopp s'est vanté d'être un descendant direct de Norland, cet héros légendaire. Il est vrai que tous les mensonges d'Usopp finissent par, un jour ou l'autre, se réaliser. Est-il réellement un descendant de Norland? Peut-être que oui, car au final, n'est-il pas comme lui? Cet aventurier aimait plus que tout faire le récit de ses aventures aux autres. Elles étaient si incroyables que les gens du village ne parvenaient pas à faire la distinction entre le mythe et la réalité, le mensonge et la vérité. Ne serait-ce pas un nouveau lien avec notre cher Usopp? Mais plus important, le livre sur la vie de Norland, bien qu'il le mette peu en valeur, fait un parfait écho avec l'histoire qu'Usopp viendrait dévoiler de par ses aventures avec ses coéquipiers. Peut-être qu'à travers ce livre, Usopp serait une fois de plus considéré comme un menteur par les générations futures. Après tout, qui pourrait croire sans douter de ce qu'a vécu cet équipage si particulier? Un proverbe antique dit « Les paroles s'envolent, les écrits restent ». La transmission du savoir et des connaissances est un bien précieux pour l'humanité, en déclin ou non, maintenant l'espoir de vivre encore un peu à travers les générations futures, permettant à l'histoire de ne pas tomber dans l'oubli. Ohara en est l'exemple parfait. Cette incroyable bibliothèque au destin funeste abritait des livres du monde entier, considérés comme de véritables trésors par ses habitants de par les histoires qu'il racontait. Si ce trésor des savoirs n'avait peut-être pas disparu, logerait dans chaque recoin de cette montagne de livres des écrits que nous avons pu découvrir à travers les âges de One Piece. Bragman, les contes de la marine contre le Garma Double Six, l'histoire de Norland le menteur ou les multiples ouvrages mentionnant le nom de Silver Riley seraient là pour nous dévoiler les vestiges d'un temps reculé. Cependant, toutes ces richesses littéraires ne sont pas seulement calligraphiées sur papier. Un savoir scellé depuis des centaines d'années viendra dévoiler la véritable histoire d'un siècle oublié. Les poneglyphes, dispersés à travers le monde, cachent dans leur écrit archaïque des informations qui apporteront la lumière sur une période sombre de cette chronologie. Ces stèles indestructibles, contrairement aux livres, ne s'effaceront pas avec le temps. Pourtant, elles sont aussi là pour divulguer un savoir, une information, tout comme ces derniers. Leur but premier est de permettre aux générations suivantes de connaître la raison de leur déclin. En somme, avoir connaissance de leur origine en tout et à chacun. Ces livres, faits de pierre, englobent toute la légende de One Piece, et leurs révélations finales viendront clôturer une histoire qui aura marqué l'histoire. Si cette théorie s'avère vraie et que l'histoire de Luffy se conclut bien à la fermeture d'un livre, nous pourrons profiter de toute l'influence que sa légende aura eue sur les générations futures. De par les différentes mers, chaque enfant aurait alors un jour lu ce conte fabuleux. Les petits d'hier, rencontrés à travers les mers, tels Rika, Aiza ou encore Otama, tous auront grandi pour faire perdurer avec l'âge ce récit fantastique. Ainsi s'achève l'histoire de celui qu'on surnommait le roi des pirates. Simple homme, pirate ou divinité, quel que soit le nom qui lui a été donné, personne ne sait ce qu'il est advenu de lui. Les légendes racontent qu'il est mort, d'autres qu'il est retourné là où le son de l'océan résonnait, mais j'aime à penser que les vagues l'ont mené vers le rêve qu'il s'était fixé, là où trône le vrai sens du mot liberté et que si peu d'entre nous l'ont trouvé.